Donc on va tout de suite envoyer notre dernière table ronde et comme je vous disais on a encore un gros moment d'échange parce que je crois que c'est 1h30 qui est prévu, c'est ça non? Moi j'envoie des heures et des minutes comme ça mais enfin en tout cas on a prévu un bon moment autour d'un verre après cette troisième table ronde. Cette table ronde donc, qui s'intitule « Les études environnementales sont-elles fiables ?» Je pense qu'en fait le titre regarde notre préparation, c'est pas que les études, c'est les bases de données, c'est les méthodos, c'est un peu tout le sujet de la mesure. C'est un sujet qui a été abordé sur les deux autres tables rondes en fait, et donc qui montre bien l'importance du sujet et puis la maturité quand même qui commence à gagner sur ce sujet, même si on va avoir un peu à l'instar de notre premier livre Leblanc, un peu d'histoire en 2011 qui était le cloud est-il green? Voilà, c'est le genre de question qui n'a pas de réponse et comme je suis normand j'aime bien dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde et vous pouvez d'ores et déjà les applaudir. Donc Emmanuelle Olivier Paul, CEO et fondatrice d'Advance, une société de conseil. Pénélope Guy, directrice du département numérique responsable de APL Data Center, qui est notre partenaire et qui nous soutient à chaque événement. On les remercie à l'occasion. C'est aussi l'entreprise de Georges Fouet, qui est directeur du lab l'innovation au sein du lab APL Data Center. Et enfin, j'appelle Hugo Blanadé, qui est cofondateur d'un outil qui s'appelle Resilio. Et bravo. Et donc, on a 45 minutes, mais on peut gratter un peu s'il faut. Ils ont tous gratté. Donc, c'est vrai qu'en préparant cette table ronde, ça a été, et on va parler de méthodos, de périmètres, de critères, etc. Mais déjà, définir le périmètre du sujet, c'était quand même compliqué. On parle de mesures environnementales, donc derrière, on pense bilan carbone, on pense analyse de cycle de vie. Et puis, quand on va un peu plus loin, au-delà de la méthode, c'est quels sont les facteurs d'impact, donc quelles sont les bases de données qui sont accessibles, et là on ouvre une porte, alors base empreinte, Boavista, ResilioDB, NegaOctet, j'en passe et des meilleurs, enfin des meilleurs je sais pas d'ailleurs, mais c'est quand même difficile pour celui ou l'entreprise qui souhaite initier une démarche, c'est quand même difficile d'apprendre tout ça, et c'est vraiment l'objectif de notre table ronde. Je pense que c'est un sujet où le diable est dans les détails. En le préparant, j'avais toujours en tête l'image du papillon qui bat un peu des ailes, qui crée un petit pied de vent à un endroit, puis ça devient une tempête à la fin. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti en préparant cette table, mais nos interlocuteurs vont nous expliquer quelles sont les règles d'art, comment s'y retrouver, et donc j'espère beaucoup de valeur ajoutée à partager. Donc pour commencer, je vais demander à Emmanuelle si elle peut nous apporter une vision un petit peu globale du sujet de la mesure, des méthodos, des critères, des bases de données. Voilà, pour commencer, une approche un peu large, puis vous allez le voir, on ira dans le détail au fur et à mesure de notre table ronde. Merci Romuald. J'espère pas faire trop de redites parce qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été évoquées. J'ai assisté à la dernière demi-heure de la table ronde précédente. Mais ça, il se reprendre un peu de perspective. Quand on parle souvent d'usage numérique, de service numérique, on ne pense pas à tout ce qui est matériel derrière. Ça a été évoqué à la précédente table. Donc déjà définir le périmètre, qu'est-ce qu'on entend derrière, et notamment quand on ouvre le capot, j'allais dire, d'un service numérique, qu'est-ce qu'il y a dessous. Et déjà rien qu'en définissant le périmètre, on va voir qu'il peut y avoir des méthodes d'évaluation, des données aussi qui sont associées, qui vont être différentes avec des unités fonctionnelles. C'est des termes qu'on va retrouver dans la table ronde. Donc bien en amont, bien sûr, il y a des ressources, il y a des ressources rares. Il y a aussi de l'eau qui va être exploitée pour ces ressources, quand on extrait des minerais avec des pollutions qui peuvent être associées pour aussi produire du processeur. On l'a évoqué dans la table ronde précédente. Donc le périmètre, c'est quoi? Il y a des centres de données, donc il y a du bâtiment aussi, il faut voir ce bâtiment-là. Il y a du transport de données, donc le transport de données, effectivement, il y a des équipements qui sont réseaux, il y a de l'énergie.
Donc il y a des infrastructures qui vont accompagner, porter l'énergie, qu'ils soient sur site ou hors site, avec différentes typologies d'énergie. Bien entendu, on pense, nous en France, plus particulièrement à l'énergie nucléaire, mais pas que. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des campus de centres de données qui vont déployer sur site et investir dans de l'éolien, du solaire, l'hydrogène, voire même aux États-Unis, il y a des autorisations sur ce qu'on appelle des réacteurs nucléaires modulaires, petits réacteurs modulaires nucléaires, donc des SMR. Donc on peut supposer qu'est-ce que ce sera demain. Donc voilà, le bâtiment, et dans le bâtiment, il y a des salles IT, donc bien sûr, il y a des équipements. Et la fabrication des équipements, on le sait, que ce soit bien entendu les serveurs, les équipements réseau sur site et autres, etc. Il y a du câble aussi, des câbles électriques pour transporter la donnée. C'est un déchet, possiblement, à terme. Donc, et progressivement, on va arriver aux opérations. Pour exploiter tout ça, il faut des ressources aussi. On a revenu sur l'énergie et on va voir les usages. Dans les usages, là aussi, il y a des équipements divers, variés, petits, grands. Donc tout ça, bien entendu, ça c'est le périmètre, on va dire, qu'on va prendre en considération et en fonction de celui-ci, on va avoir des méthodologies en fait d'évaluation et des données qui sont afférentes qui vont être différentes. Donc on montre la complexité et si on veut aller vraiment sur le petit sujet qui est uniquement du smartphone, Olivier Kay, mais aussi de l'un ordinateur, d'un PC ou d'un notebook, c'est qu'il y a énormément de composants, notamment sur la table de Mendeleïev, on sait que je crois sur la mobile, c'est plus de 70, dont des composants rares où on sait que d'ici quelques années, 2030, ils ont vocation à disparaître. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, bien sûr, il y a l'innovation qui pousse. On en parlait des disques durs tout à l'heure. Il y a des entreprises qui évoquent là aujourd'hui de changer en fait le support de stockage en fait et de conservation et d'archivage avec notamment l'utilisation de disques en verre. Donc on voit que l'innovation peut être là, effectivement, peut-être va répondre, mais sans doute pas à tout. Donc ça, c'est gérer le périmètre, on va dire, au niveau des qu'est-ce qu'on prend en considération, infrastructure, équipement, usage, service, jusqu'à la fin de vie, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en fin de vie? Parce qu'à un moment donné, oui, effectivement, il peut y avoir une panne et on ne pourra peut-être même pas réparer. Mais l'idée, c'est de réduire au plus possible les déchets qui sont associés. Donc, il va falloir intégrer ça dans les modèles. Voilà au niveau, je dirais, du périmètre. Et ensuite, après, derrière tout ça, il y a des modèles. On a parlé de modèles de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je ne connaissais pas le C, donc EFC. Moi, j'étais surtout sur l'économie de la fonctionnalité. Mais c'était intéressant de voir aussi ce C qui vient, là, qui arrive et qui change pas mal de choses. Si on reste sur les modèles, en fait, après, comment on va délivrer ce service, effectivement, il peut y avoir des modèles qui sont, on va dire, j'avais appelé ça très privés, extrêmement propriétaires, mais sur lesquels on va avoir des éléments relativement tangibles, c'est-à-dire qu'on va les maîtriser, on va connaître. Donc s'il y a un inventaire à faire, en général, il est facile, plus facile, on va dire, généralement, à réaliser. Après, on verra que la donnée, néanmoins, pour mettre en regard l'impact environnemental n'est pas toujours effectivement aisé, parce qu'il va falloir se le procurer auprès des fournisseurs, et ces fournisseurs-là ne sont pas toujours transparents aujourd'hui, mais peut-être parce qu'aussi, ils n'ont pas fait l'exercice. Donc j'ai une certaine bienveillance sur le sujet, et là, on a beaucoup de choses à construire. Et puis après, il y a d'autres modèles qui vont être beaucoup plus mutualisés, voire excessivement mutualisés, et c'est là la complexité dès lors, alors je parle notamment du modèle du cloud computing par exemple, il a été évoqué, où à un instant T, on peut solliciter une ressource qui a T plus 1, et quand je dis plus 1, c'est quelques secondes parfois, qui va être peut-être à l'autre bout du monde, avec d'autres types d'énergie qui vont être utilisées, avec d'autres types de processeurs, d'autres types de ressources. Donc on peut imaginer la complexité que c'est là pour faire l'évaluation, tout simplement. Donc, et après, quels sont les critères? Mais là, on va les aborder. Aujourd'hui, le critère premier qui est regardé, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et encore, quand je dis les émissions de gaz à effet de serre, c'est souvent le carbone, l'empreinte carbone. Souvent, on oublie en fait qu'il y a d'autres effectivement émissions. Et puis, on regarde très peu l'eau dans les évaluations. Je pense malheureusement, quand on voit ce qui est en train de se passer, la crise l'eau climatique, consommée, l'eau utilisée. Alors voilà, en plus il y a l'eau consommée, l'eau utilisée, l'eau potable, l'eau non potable, les pollutions qui sont induites. Donc il y a quand même beaucoup de sujets autour de l'eau, ce qui est direct, indirect. Là aussi, il peut y avoir un scope 3 pour l'eau. On pourra tout à fait le considérer ainsi. En fait, on n'y est pas encore. Les radiations ionisantes, d'autres sujets, bien sûr, les déchets, on l'a évoqué, comment on va faire. Donc là, il y a un certain nombre de critères. Donc dès lors on attaque une logique multicritère, et puis il y a des incidences des uns sur les autres.
tout à l'heure, il y avait, dans la table ronde précédente, il y a cette notion en fait de systémique qui a été évoquée. Effectivement, on peut agir sur l'un, mais ce qu'on va faire, on pense faire de bénéfiques sur l'un, va peut-être être moins bénéfique sur l'eau. Donc il faut être très vigilant aussi après l'évaluation. Bien sûr, on fait la mesure pour faire quelque chose. Pour activer des leviers, pour réduire, bien sûr, et c'est là en fait tout l'enjeu va être important. Et puis dans les données qu'on a, on voit qu'il y a des écarts assez importants dans les méthodes d'évaluation, même données. En 30, on va avoir des écarts assez importants dans les méthodes d'évaluation qui s'en suivent. Donc là, on va reparler de la méthodologie, mais je laisserai, je pense, après aller plus dans le détail sur ces sujets de méthodologie. Donc la méthodologie d'évaluation, effectivement prise, est importante. Et aujourd'hui, il n'existe pas réellement de standard établi sur ces méthodologies. Il commence à se constituer. La France, effectivement, est assez dynamique sur le sujet. Il y a des instances aussi internationales. Donc, bien sûr, quels sont les standards de méthodologie qui vont être pris demain, ils couvrent pas obligatoirement tout. On a certains sur la partie évaluation de l'empreinte carbone. Il y en a d'autres qui couvrent des notions plus larges, donc comme j'ai évoqué avec cette partie multicritère. Donc ils sont en cours de construction aujourd'hui avec des initiatives. Ils sont en train aussi d'être validés, testés, voire d'être ajustés avec les tests qui vont être faits. Donc là, je laisserai les autres personnes de la table ronde les évoquer un peu plus dans le détail. Donc c'est quand même positif, c'est-à-dire qu'on prend conscience dans le secteur du numérique qu'il n'y avait pas de standard. Alors il y a des standards dans le monde des télécoms, mais le monde du numérique au sens informatique par le passé a beaucoup moins de standards. Et je pense à travailler de facto, c'est très spécifique à ce monde-là. Donc là, on va leur imposer progressivement peut-être des standards, ce qui est plutôt positif, parce que quand on veut comparer les données entre elles, issues de l'évaluation, là je le dis bien, pas en 30 mais en sortante, il faut bien qu'on comprenne ce qu'il y a derrière, comment ça a été fait, et surtout si on compare après les acteurs entre eux, si on n'a pas les mêmes méthodes, ça va poser un problème. Et là, on peut avoir parfois des facteurs 10 à la sortie, sans pouvoir avoir de détails. Donc le standard permet de comprendre comment on a évalué, et non pas faire avec les méthodes qui sont propres, et qui sont parfois pas transparentes. Après, où je reviens, et ça a été évoqué tout à l'heure, ce qui est important, notamment dans la CSRD, je reviens, c'est que c'est pas ce qu'il faut regarder, c'est les progrès dans le temps. Donc si une entreprise sur ces solutions les a évaluées avec sa propre méthode, qu'elle le mentionne, ce qu'on va regarder, c'est l'évolution dans le temps. Donc là déjà, c'est un indicateur, ne serait-ce que de faire l'évaluation sur des méthodes peut-être pas encore standardisées, mais qui déjà est positive, le fait d'évaluer quelque chose, d'évaluer un impact environnemental d'un service numérique, d'une solution numérique, c'est déjà mettre le pied à l'étrier. Si on sait que cette méthode-là, on peut le voir en fait d'une année sur l'autre, et là c'est déjà un point, je dirais, positif qu'il faut tenir compte. Moi je prône, on en a discuté lors de la préparation à Romuald, c'est qu'aujourd'hui les acteurs au-delà de l'évaluation disent voilà, on a évalué ça, mais on n'a pas la vérité, parce qu'aussi les sources de données en fait pour faire l'évaluation aujourd'hui sont plus ou moins fiables, elles sont en train d'être construites, parfois elles sont inexistantes, donc il faut faire du reverse engineering pour essayer de les produire en donnant la méthode, je dirais, qui a permis d'établir cette donnée d'impact, par exemple. Et là, ce qui va se passer, c'est que on n'est pas tout à fait dans le vrai. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vérité sur le sujet, donc personne ne l'a. Quand je vois tous les chiffres qui tournent, c'est difficile. On va s'en approcher, et peut-être, comme j'ai un peu de moi du monde, un peu des études de la stat, mettre un intervalle de confiance ou un indice de fiabilité en fait sur l'évaluation qui a été faite. Donc ça pourrait être en complément des méthodologies. Peut-être c'est une chose à réfléchir pour essayer de dire, voilà, on est fiable à X%, on se rapproche. Oui, Emmanuel, est-ce qu'il y a des données qui ne seront jamais fiables en fait? Parce que quand on voit le poids du carbone dans la phase de fabrication et donc d'extraction minière, ça se passe très loin de nos frontières, plutôt en Asie. Est-ce qu'on a la chance un jour de connaître le mix énergétique chinois par exemple? Oui, mais c'est un vrai sujet. Alors après, il peut y avoir des changements. Et puis en plus, la particularité, c'est que ça va très vite. On est dans un monde en fait qui est par rapport à d'autres secteurs d'activité où je reste quand même sur l'innovation, va très vite, excessivement vite. Je fais de la prospective depuis plus de 25 ans sur les sujets numériques.
Je reste très humble parce que je ne peux pas savoir ce qui va se passer vraiment à 3-5 ans. Il est possible que quelque part, il y a une rupture qui se fasse. On en a eu plusieurs de manière très rapide, et qui fait qu'à un moment donné, ça va changer complètement la donne. Après, tu as raison, mais c'est vrai dans d'autres secteurs d'activité. Sur le coton, faire le trajet du coton, c'est compliqué en fait. Mais en revanche, on a moins de changements quand même qui y sont associés. Donc, on peut avoir une traçabilité peut-être plus facile. C'est beaucoup plus complexe sur certains composants et sur certains éléments qui sont très très en amont, notamment comme tu dis sur l'extraction en fait minière. Là, je suis en phase avec toi. Là, j'ai pas la réponse. Bon, merci Emmanuel. Donc, on vient d'avoir cette approche globale de la mesure. Donc, on a parlé de méthodes, de critères, de données. Donc, quand on parle de méthodes et de modèles, on se met au niveau du service. Donc, comment on modélise un service? On se met au niveau d'un équipement. Comment on modélise un équipement? Comment sa phase de fabrication. On modélise aussi les cycles de vie, fabrication, utilisation. Donc, tout ça, ça crée, comme je disais, à chaque fois un petit battement d'aile de papillon. Et puis pareil sur les critères, on l'a vu avec l'eau. Une fois qu'on a dit eau, en fait on n'a rien dit. Commence le boulot de l'impact de l'eau. Et puis sur les données, il y a des bases de données plus ou moins robustes. Des fois il y a des études qui sortent sur la base des mêmes bases de données avec des facteurs 40 d'écart. Donc voilà, ça c'est quand même compliqué. Donc ça me permet d'aller sur la question que j'ai pour Georges. Donc Georges qui est notre vertu scientifique aujourd'hui, c'est voilà, est-ce qu'il existe des méthodes robustes, est-ce que vraiment le scientifique prend part à toute, à la fois dans le dessin des modèles et dans la recherche des bonnes données et la fiabilité des données, voilà. Quel est le regard scientifique de tous ces outils, de tous ces besoins? Oui, effectivement, merci Romuald, merci Emmanuel. La question de la fiabilité des études, c'est aussi une question qui est un peu parallèle à la fiabilité de la science finalement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une fiabilité relative, parce que la science en général se base sur un corpus de connaissances qu'on a à un moment donné. Et c'est aussi le principe de la science de pouvoir se remettre en question pour justement faire évoluer les connaissances. Et donc, par rapport à notre thème sur la fiabilité des études, effectivement, il y a plusieurs méthodes qui ont fait leur preuve d'un point de vue scientifique. Donc, lorsqu'on cite par exemple l'ACV, qui est l'une des méthodes les plus, entre guillemets, fiables, l'ACV a fait l'objet de beaucoup de travaux donc fondateurs et qui ont abouti justement sur l'établissement des normes ISO 14040, 14044. Donc finalement, comment se retrouver comment peut-être s'assurer de la fiabilité d'une étude? Donc il y a quelques principes de base qu'on appelle des principes épistémologiques qui permettent de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à la vérité. Parce que, comme Emmanuel a dit, la vérité, personne ne l'a, mais au moins on essaie de s'approcher de cette vérité-là. Donc c'est de voir quelle est la méthode qui est appliquée. Donc en France, on a la chance d'avoir la méthode d'ACV qui est disponible, mais aussi on a aussi des référentiels sectoriels comme les PCR, donc les référentiels de produits sectoriels. Et donc ces PCR-là, dans leur constitution, ils se veulent consensuels parce qu'on fait appel à toute forme d'intelligence collective pour arriver vraiment à un résultat commun. Donc, une méthode qui suit des référentiels est aussi gage de fiabilité, en tout cas relative. Et comme vous avez dit toujours encore, le domaine du numérique est un domaine qui évolue constamment et il faut pouvoir avoir des données qui suivent aussi cette tendance-là, parce que les données qu'on avait peut-être il y a 2 ans ne sont plus peut-être à jour et ne sont plus forcément robustes. Lorsqu'on faisait des études, peut-être qu'il y a 2 ans, c'était les données les plus robustes qu'on avait pour pouvoir faire l'étude, mais effectivement il faut pouvoir les continuer la mise à jour de ces données-là. Donc finalement, une étude qui se base sur une méthode éprouvée, certifiée comme l'ACV et qui en complément ajoute des référentiels comme les référentiels PCR services numériques et dont les hypothèses sont clairement définies.
Donc les hypothèses sont clairement définies, les limites aussi sont clairement définies, les méthodes de caractérisation des données sont concrètement défini, et le niveau de qualité aussi. Parce que dans l'ACV, il y a une partie sur la qualité des données. Donc, est-ce qu'on a des données qui sont de premier ordre, des données primaires? Est-ce qu'on a des données plutôt secondaires? Est-ce qu'on a des données qui sont issues de la littérature? Donc, une étude qui documente ces données-là, bien sûr, une étude qui peut être considérée fiable parce que c'est finalement, c'est le niveau de connaissance qu'on a au moment donné de l'étude. Et finalement, est-ce que l'étude est validée par les pairs? Parce que dans la recherche, l'un des points qui est vraiment important, c'est la validation par les pairs. Donc, une communauté scientifique assure que les études qui sont publiées sont valables et sont valides. Donc, de même, si l'étude a fait peut-être l'objet de validation par un ensemble de personnes, ça permet d'apporter un certain nombre de crédibilité et de fiabilité à l'étude. Et finalement, comme Emmanuel a dit encore, si on peut avoir finalement un niveau d'incertitude par rapport aux résultats de l'étude, c'est aussi important. Ça permettra à l'ensemble des parties prenantes d'avoir une idée claire du seuil de tolérance de l'étude. Parce que bien sûr, on n'a pas la vérité, donc la vérité est relative. Donc il est important de pouvoir vérifier ces 4 points-là. Donc le fait que l'étude est reproductible, l'étude s'appuie sur une méthodologie qui est plutôt robuste et fiable, qui a fait ses preuves dans la durée. Et l'étude est validée par des pairs. Et finalement, est-ce que l'étude montre le niveau de qualité ou d'incertitude des données qui sont utilisées pour justement la faire? Donc c'est un peu ça, quelques éléments qui permettent, des éléments scientifiques par rapport à l'approche épistémologique scientifique. C'est ces éléments-là qui permettent de s'assurer que finalement une étude est fiable ou pas. Merci Georges. Donc je pense qu'on comprend tous le niveau de complexité et donc toi Pénélope qui est je dirais confrontée à des besoins exprimés par des clients qui ont envie de rentrer dans cette démarche, comment ceux qui se posent, je pense qu'il y a ceux qui se posent pas de questions, il y a des gens qui font des bilans carbone, on multiplie des euros par du CO2 et tout le monde est content, donc on se pose pas trop de questions. Mais pour ceux qui vont un peu plus loin, comment être à la fois juste et en même temps pas perdre notre interlocuteur. Quels sont les points, la checklist à faire pour s'assurer que la démarche qu'on a est bien cadrée. Oui, alors déjà, quand on écoute Emmanuel et Georges, on a un certain niveau de connaissance, on les comprend, mais sachez que nos clients ne comprennent pas toujours ce dont on est en train de parler. On parle à CV, on parle à bilan. Alors levez la main ceux qui ont compris. Non, je peux. Non, mais on est entre experts. Alors, c'est vrai qu'on doit s'adapter aussi au niveau de connaissance de nos clients. Et donc, nos clients, la première question qu'ils vont nous poser, ou ce qu'ils vont nous dire, ils vont nous parler de ce dont ils ont entendu, de l'étude de l'ADEME ARCEP, du rapport du GIEC, etc. Et ils nous disent, mais concrètement, moi, à qui je crois, qui je dois suivre et qui je dois écouter. Et donc, c'est vrai que Georges nous a rappelé un peu cette méthodologie scientifique, les référentiels existants. Quand on a travaillé sur l'étude de l'ADEME ARCEP, dont vous avez sûrement entendu parler, sur l'impact du numérique en France, il y avait un premier travail qui avait été fait sur les études environnementales qui existaient, et il y a un inventaire qui a été fait des études entre 2010 et 2020, et la plupart de ces études qui sont sorties, qui ont été publiées, ne font pas appel à un référentiel ou en parlent mais ne l'utilisent pas pour faire les études. Donc on voit qu'il y a quand même un grand gap par rapport à notre niveau de connaissance aujourd'hui, quelques années après, et ce qui s'est fait il y a les 10 dernières années. Donc déjà, ce qui est important, quand on se place point de vue client, c'est de comprendre ces référentiels, parce qu'il y a une deuxième constatation, c'était il existe des référentiels, mais ils sont trop complexes à comprendre. Et on peut citer les exemples des PCR de l'ADEME. Ils sont publiés sur un site, sur des documents en PDF. Nous, on est capable de... Comment ? Je dis, il faut les trouver déjà. Il faut les trouver et il faut les comprendre. Et en fait, derrière, vous avez un document PDF de 40 pages qui vous explique comment faire. Mais si vous vous mettez à la place d'un client qui veut faire une ACV d'un service dans le cloud ou
sur le réseau, c'est plutôt difficile à l'appliquer. Donc nous, au cabinet de conseil... J'allais juste dire, sauf le PCRLAN qui a été fait par l'AGIT et ses partenaires, qui fournit un outil de mesure, une calculette qui rend les choses très concrètes. Voilà, exactement. Typiquement, bon exemple. Non, mais c'est vrai, il y a le référentiel qui existe, mais si on n'a pas cet outil pour l'utiliser, on ne l'appliquera pas. Donc voilà ce que nos clients nous disent en introduction. Et donc nous, ce qu'on va leur expliquer, enfin on va les aider déjà à comprendre les référentiels et les méthodologies qui existent. Donc je ne vais pas redire ce qu'a dit Georges, mais on se base sur des méthodologies qui sont standardisées ou qui sont standardisées, qui sont rentrées dans l'ISO, notamment ISO 14040 et 14044. Et après, pour réaliser une ACV ou une étude environnementale, on va toujours aller chercher des données. Et là, on se confronte souvent à nos clients qui ne comprennent pas l'importance de la fiabilité de la donnée. Les données, on doit les sourcer, on doit... si quelqu'un lit l'étude après, il faut qu'elle puisse comprendre d'où viennent ces données. Donc c'est important de sourcer et de montrer l'origine des données. Et une fois qu'on a récupéré ces données, on va pouvoir faire de l'analyse environnementale. Et encore une fois, à partir du moment où on va tout documenter, le client va pouvoir s'y retrouver et pouvoir éventuellement s'approprier l'étude. Et tout ça est normé. C'est pour ça qu'une fois qu'on utilise des méthodologies qui existent, a priori le client peut se l'approprier. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'une entreprise puisse s'approprier l'étude qu'on a pu faire et puisse la communiquer. Et nous, on a été confrontés souvent avec Georges, avec des clients qui ont réalisé l'étude avec nous, mais qui ne sont pas capables d'expliquer la méthodologie scientifique ou la méthodologie qu'on a utilisée pour réaliser l'étude et qui potentiellement peuvent faire un écart de communication, en tout cas mal faire comprendre l'étude qu'ils ont réalisée, qu'on a réalisée pour eux. Donc c'est important, nous, qu'on les aide à communiquer, à leur rappeler, ce que disait aussi Emmanuel, c'est quel est le périmètre, qu'est-ce qui n'est pas compris dans l'étude, parce que ça aussi, souvent on oublie les exclusions, ou en tout cas le périmètre de l'étude. Et donc ça, c'est important aussi de les aider à communiquer. Et il était aussi question d'avoir aussi un regard critique externe sur sa démarche. Oui, alors c'est vrai que dans la CV, pour pouvoir communiquer sur les résultats, l'étude doit faire l'objet d'une revue critique. Donc là, c'est important aussi quand vous relisez des études ou quand nos clients nous font part d'études, on leur demande souvent, est-ce qu'il y a une revue critique ? La revue critique, elle doit être communiquée. On doit savoir qui a fait la revue critique. Et là, peut-être Georges, je sais que pour faire une revue critique, il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience et d'avoir réalisé un certain nombre d'ACV aussi pour faire une revue critique. Donc tout le monde ne peut pas faire une revue critique. C'est important d'avoir soit un panel, soit faire appel à un expert qui va faire cette revue critique. Mais puisqu'on publie les résultats, ça permet aussi de montrer que l'étude... l'étude a été confrontée à d'autres avis que le nôtre. Et ça, c'est important, cette phase de revue critique. Souvent, sur la revue critique, ça nous amène à modifier, ou en tout cas de retravailler des résultats. Et la CV, c'est vraiment une étude itérative. On va potentiellement changer les résultats au fur et à mesure de l'étude. Donc, ce que disait Georges tout à l'heure, c'est vrai. Aujourd'hui, on fait une étude, mais peut-être que dans 2 ans, on devra potentiellement modifier les résultats en fonction des données qui auront été remises à disposition. Et des méthodes qui peuvent... Et des méthodologies qui peuvent évoluer. Des modèles qui peuvent évoluer. Exactement. Très bien. Merci Pénélope. Alors Hugo, tu travailles donc à Résilio. Vous accompagnez des petites sociétés comme LVMH, l'Occitane. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi par Microsoft... voilà. Est-ce que vous pouvez nous apporter un retour d'expérience? Eux, comment ils se sont emparés du sujet? Est-ce qu'ils sont devenus des experts? Parce que est-ce qu'ils auraient compris 100% de ce qu'on vient de se dire suite à leur démarche? Est-ce que ça a été un point de départ? Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés? C'est un petit peu tous ces points côté client qui nous intéresse de partager avec toi. Et puis en particulier sur la donnée aussi, vous venez de mettre en place une nouvelle base de données, donc
si tu veux en parler. Exactement. Merci Romuald. Très très court, j'aimerais bien te dire qu'ils sont déjà experts, mais c'est pas encore le cas. Donc, en fait, nous à Résilio, on accompagne depuis maintenant plus d'1 an le groupe L'Occitane et le groupe LVMH dans leur démarche de Green IT. Un point qu'il y a à comprendre, c'est que peut-être qui n'a pas été évoqué, mais selon moi, quand on accompagne des entreprises, le but c'est d'être orienté sur l'action. La mesure, ça vient être, c'est important d'évaluer, mais le but c'est vraiment le passage à l'action pour nous, de nos clients en tout cas. Donc c'est un sous-processus d'un projet, je veux dire, plus large. Donc pour vous donner comment est-ce qu'on les accompagne, on utilise donc la CSRD, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est ce que. Ouais. Ah. Ouais, je continue. Donc comment est-ce qu'on accompagne nos clients? Tu peux mentionner des outils. Donc on a développé un outil qui s'appelle Resiliotech. Donc c'est un SaaS, c'est une plateforme web qui accompagne nos clients et nos partenaires dans la réalisation d'analyses de cycle de vie, comme Georges mentionnait. Donc c'est des analyses de cycle de vie multicritères où on va avoir des bases de données comme Negaoctane ou Resilio Database qui vont nous permettre d'avoir un point de vue, on va dire, plus global sur les indicateurs qui sont les impacts qu'a le numérique sur l'environnement. On ne va pas regarder que le CO2, on va en regarder d'autres que vous avez évoqués. Notre plateforme en question, elle est spécifique pour le numérique, donc on va faire des analyses de cycle de vie sur des systèmes d'information comme avec LVMH ou l'Occitane, sur des produits ou même sur des services numériques. Peut-être pour donner un peu de contexte, nous à Résilio, on est une petite équipe, on est une vingtaine, donc il y a la moitié. Oui, ça commence à être une belle équipe. Bon, oui, mais bon, par rapport à nos clients, ça reste quand même tout petit. Mais donc il y a une partie de l'équipe qui est sur la partie outils, donc notamment nos développeurs qui vont améliorer nos outils semaine après semaine avec beaucoup de travail. Et à côté, l'autre partie, c'est plus des consultants qui accompagnent nos clients et nos partenaires à l'usage de nos outils. Typiquement, pour accompagner un client, on va donc et revenir à la question de la fiabilité, il va falloir être rigoureux sur 3 points clés qui ont vraiment été mentionnés juste avant. Premièrement, sur la phase de collecte. Donc là, il va falloir être très rigoureux sur les bases de données utilisées aussi et sur les questions de calcul et de méthodologie pour revenir à l'impact du numérique. Là-dessus, vous avez mentionné d'ailleurs, donc nous au niveau de la collecte, donc typiquement comment est-ce qu'on va accompagner notre client? Je vais m'asseoir avec la personne qui est en charge du Green IT dans une des maisons du groupe de LVMH et on va passer au travers de toute la grille d'inventaire qu'on doit collecter et on utilise une collecte par itération. Donc je reviens là-dessus, sur ce que tu mentionnais, on cherche toujours à améliorer les données de collecte et pour collecter rapidement, on va faire un premier jet où on va avoir les données d'inventaire sur par exemple les data centers, sur les équipements utilisateurs. On va collecter ce qu'on peut, ce qu'on n'a pas on va l'estimer à la hausse et voir après dans la partie de calcul si est-ce que ces équipements ils ont beaucoup d'impact ou est-ce qu'ils en ont pas beaucoup. S'ils en ont pas beaucoup, on va pas s'y attarder parce qu'au final nous ce qu'on veut c'est agir sur ce qui importe. Et du coup on va faire en sorte que les équipements qui ont beaucoup d'importance dans l'impact ont une donnée fiable importante. Ça c'est une première partie. Je reviens aussi sur ce que tu mentionnais Georges, sur la partie des bases de données et des... Ah pardon, non pas Georges, Emmanuel, tu mentionnais au niveau des bases de données et des fabricants. Là-dessus, moi je pense aussi que les données fabricantes, elles peuvent être fiables, mais elles vont être problématiques pour être comparées, vu qu'on mentionne qu'ils vont suivre différents types de méthodologies et différents types d'hypothèses. Je crois qu'il y a Volkswagen qui propose des données très fiables sur les émissions. Et du coup là-dessus, il faut faire en sorte qu'on ait des bases de données qui soient homogènes. Et donc c'est le cas par exemple de Negaoctane ou de Resilio Database. On fait en sorte de développer des recettes de calcul qui sont spécifiques et qui sont homogènes sur toute la base pour avoir des données qui sont cohérentes et qu'on peut calculer ensemble. C'est-à-dire si on prend un laptop, il va être défini de manière claire et le laptop d'un constructeur et d'un autre, ils seront définis de la même manière, ce qui peut après rendre les résultats du moins plus comparables. Mais je suis d'accord, c'est pas encore tout parfait, bien entendu.
Un autre point, vous avez évoqué les revues critiques. Donc nous, quand on accompagne nos clients, une revue critique, elle peut être pertinente si on veut, comme tu mentionnais, communiquer nos résultats, mais ça reste un processus qui est quand même coûteux et qui prend du temps. Donc avec dans les missions qu'on mène, on va s'assurer que si le client a besoin d'une revue critique externe, on a des partenaires qui peuvent produire ces services. Mais systématiquement, si nos clients ou nos partenaires utilisent notre plateforme, on va avoir des revues critiques internes qui sont du coup pas compliant avec la norme ISO, mais ce qui est pas recherché là, c'est juste d'avoir par défaut systématiquement quelqu'un qui va revoir le travail qui a été fait. Pour s'assurer de la fiabilité de l'étude. Et ça participe à la montée en compétences dont Pénélope parlait, je pense aussi. Exactement. En parlant d'ailleurs de montée en compétences, du coup, nous, on s'assure à former nos clients, former nos partenaires qui utilisent la plateforme. Typiquement, on travaille avec des groupes comme CGI en France, Agile Partner au Luxembourg. On a même un partenaire depuis 1 an qui est Moyo en Nouvelle-Zélande. Donc le Green IT peut être international, ça peut traverser des frontières. Après, c'est compliqué pour les réunions avec 12 heures de décalage, mais ça, c'est un autre souci. Et voilà, ça, c'est un peu les points clés. Donc, en fait, peut-être un dernier point, c'est au niveau l'avantage d'avoir ce type d'outils, ça va être ça donne la possibilité d'après de faire des simulations. Donc typiquement, si on reprend le cas de LVMH, l'une des maisons qui était assez avancée dans la démarche de Green IT va pouvoir simuler les 10 projets les plus gros de l'année 2024. Et typiquement, ça peut être un projet Move to Cloud, un projet de déploiement de X laptops, ça peut être des milliers de laptops, de smartphones, de l'allongement de durée de vie. Donc. Et là-dessus, l'outillage permet du coup d'avoir cette vision de quel va être l'impact un peu plus dans les projets qu'on va mettre en place. Encore une fois, c'est qu'on revient sur les actions qu'on peut mettre en place et donc la mesure est qu'une partie du projet. Voilà. Emmanuel, tu voulais rebondir tout à l'heure sur Est-ce que c'est une finalité, finalement, l'affichage Est-ce que l'affichage est une finalité ? Ce sont les leviers d'action qui sont vraiment la finalité, en fait. C'est juste ça. À un moment donné, on mesure pour pouvoir, à un moment donné, faire une action. Et parfois, on n'a pas besoin de la mesure. On sait aujourd'hui, dans le numérique, on peut travailler, en fait, donc là, c'est un autre sujet, mais on peut travailler tout à fait en parallèle. On sait qu'aujourd'hui, il y a des leviers, on les connaît. Tout de suite, agir dessus sans attendre le résultat de la mesure. Ça, c'est vraiment le conseil aujourd'hui qu'on donne. Donc après, est-ce que la CSRD, c'est la finalité ? Non, c'est pas la finalité, mais la CSRD, oui, impulse tous ces grands comptes là qu'on vient d'évoquer, là, mais pas que, parce qu'après il y a un effet. Aujourd'hui, déjà la CSRD s'ouvre à de plus d'entreprises qui sont concernées. Donc la réglementation va vraiment insuffler quelque chose au niveau d'un plus grand nombre d'entreprises. Et puis quelque part, c'est un peu l'effet, je dirais pas papillon, mais domino, on va dire. On passe dans la moyenne des achats, parce qu'il y a les achats qui vont rentrer en ligne de compte, ce sont les fournisseurs de rang 1, 2, 3 qui vont être aussi concernés. Donc de dire que même moi, entreprise, je ne suis pas concernée à la CRD parce que je ne suis pas dans les seuils, etc., c'est un faux débat. On va tous plus ou moins y passer. Moi, je suis encore une plus petite entreprise. Je travaille avec des grands du numérique aussi et je remplis aujourd'hui, on me demande dans des process de montrer ma charte achat responsable. C'est des petites choses comme ça où on va être aussi évalué là-dessus. Donc oui, non, ça insuffle très clairement en fait. La CSRD, c'est le plan comptable, j'allais dire quelque part de demain de tout ce qui est extra-financier. Donc elle est en train de se mettre en place. C'est colossal. C'est plus de 1000 points de contrôle, comme on dit. On l'évoquait tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y aura des pénalités, mais oui, il y aura sans doute. Et puis la pénalité, elle n'est peut-être pas juste d'un point de vue fiscal, si c'est fiscal, mais aujourd'hui, c'est aussi name and shame. Donc les entreprises seront pointées du doigt si elles ne font pas correctement. Donc c'est la marque employeur, c'est plein de sujets en fait qui sont autour. On n'est qu'au début de quelque chose. Et juste pour finir, parce que c'est comme on sait que les données, moi je regarde plutôt là où vous allez, là on a évoqué un service numérique, un équipement, etc., un système d'information sur l'évaluation.
Nous, chez Advest, on regarde plutôt ce que font les acteurs du numérique, ces fameux prestataires, au niveau de leur propre, je dirais, activité. Parce que c'est aussi important de savoir si eux aussi, ils sont, j'allais dire, responsables dans leur activité du quotidien. Et c'est très compliqué aussi d'avoir des données. Donc c'est pour ça que la CSRD pousse. Et on s'est rendu compte qu'eux-mêmes font leur bilan carbone. Quand ils ont leur bilan carbone, on ne sait pas trop quelle méthodologie et le périmètre, jusqu'où ils sont, si le scope 3 est pris en intégralité ou pas, etc. Donc on a décidé au niveau méthodologique de dire on va juste travailler sur des ratios possiblement, puis même sur les ratios on a dit c'est pas probant en comparant avec des autres, donc on va juste regarder leur progrès et s'ils agissent. Donc on revient, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est si d'une année sur l'autre, ils ont diminué sur des ratios, c'est important, les ratios, parce qu'en valeur absolue, parfois, c'est pas s'ils progressent, ils vont avoir leur bilan carbone qui vont évoluer. En revanche, si on travaille sur ratio, par exemple, par rapport au chiffre d'affaires, par rapport aux employés, et qu'on voit que ça diminue, ça veut dire que les actions conduites ont des effets effectivement sur l'activité, sur leur empreinte environnementale. Donc ça, c'est peut-être un autre élément. Je ne sais pas si vous le faites sur la mesure de service, c'est de comparer d'une année sur l'autre et de travailler sur des ratios pour voir effectivement aussi les progrès. Peut-être que je relance le débat d'ailleurs pour Pénélope. Non, je pense que tu fais une belle introduction vers la conclusion parce que l'heure tourne et on a à peu près récupéré notre retard. C'est vrai que par rapport à la question qu'on lève au départ, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est important finalement que ma balance soit super bien calibrée. Finalement, ce qui compte, ce qui va être difficile, c'est que même avec la même balance chacun, il y aura des écarts, on n'aura pas la même façon de se peser et donc je suis pas sûr que la mesure soit aujourd'hui un outil de comparaison. Encore voilà, faudrait que tout un tas de secteurs utilisent les mêmes outils, les mêmes périmètres. Enfin voilà, on a vu les mêmes données entrantes, données qui évoluent donc à l'instant T. Donc c'est vraiment très compliqué. Je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est un excellent outil pour l'amélioration continue. Ça me fait penser à un autre livre blanc qu'avait fait l'Agite sur le PIE pour les data centers. Est-il un bon indicateur de performance? Et la conclusion, je pense que c'est la même, si vous êtes d'accord, c'est que c'est un excellent outil pour passer à l'action, à s'améliorer. C'est pas encore totalement un outil pour se comparer. Voilà, encore un grand merci. Alors peut-être des questions. Voilà, des questions. Bonjour, merci pour les échanges, c'était très intéressant. J'ai une question à propos de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut tout bouleverser en termes d'ordre de grandeur? Est-ce que ça peut tout changer? Est-ce qu'il y a déjà des études un peu sur le sujet? Moi j'ai regardé, il y a des études mais très très différentes, avec soit des impacts très forts, soit au contraire assez minimes. Est-ce que vous êtes penché sur le sujet? Alors attends, je vais demander à ChatGPT avant. Alors, il y a un collectif qui s'appelle Boavista aussi, où je suis travaillé. Et il se trouve que la semaine prochaine, le 15, lors du salon Tech Show à Paris, en fait, sur le salon, je sais plus, AI, Big Data, AI World, je sais plus, là, je les ai pas mis dans le bon ordre. Bref, il y a Samuel Rincé qui va intervenir pour le collectif Boavista sur ce sujet-là. Ils ont fait un livre blanc, une étude en fait qui le traite, et notamment comment on peut aller vers soit une IA frugale, mais aussi parfois on n'a pas besoin de l'IA en fait, il y a notamment l'IA générative. Donc c'est tout un sujet qu'on a évoqué précédemment par rapport à l'usage, qu'est-ce qu'on a besoin et autres, parce que ça appelle ça. Après sur ce sujet de l'IA générative particulièrement, ça peut aussi aider. Peut-être que dans les modèles justement, on parlait de reverse engineering, mais dans les modèles de traitement, tout ça, etc., et d'apprentissage, est-ce qu'on ne peut pas aussi fiabiliser les données justement d'évaluation en en tirant parti? Ça c'est une question, je ne sais pas. Après oui, la ressource, oui, et ce qu'on ne mesure pas, c'est les impacts qu'il y a derrière sous-jacents dans les infrastructures, notamment sur les data centers. J'évoquais ça, c'est un échange qu'on a eu, j'ai eu il y a 2 jours sur les systèmes de refroidissement, les autres, voilà. Et donc ça a plein d'autres impacts en fait qui sont indirects, auxquels on ne pense pas et qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles toujours. Donc c'est un vrai sujet. Je crois que personne aujourd'hui n'a la réponse, sauf qu'il faut bien se poser la question très en amont. Je reviens. Est-ce qu'on en a besoin pour tout ou pour ce qu'on veut faire? Ça, c'est vraiment la question que tout le monde doit se poser dès lors qu'il lance un projet d'IA.
Est-ce que vous l'utilisez d'ailleurs? Vous commencez à regarder? Non, de votre côté APL? Ça va pouvoir nous aider par contre à guider des études en fait. Ouais. Voir aussi l'application de l'IA sur nos études. Non, je dis qu'on peut utiliser l'IA pour réaliser nos études, pour penser un peu à tous les verrous qu'il faut soulever quand on réalise des études. Mais c'est l'occasion pour moi de faire la publicité d'un de nos membres qui s'appelle Open Studio et qui a fait un excellent livre blanc là-dessus sur IA et environnement. Donc je vous invite à le consulter et effectivement il faut faire la différence entre l'IA utile, l'IA et l'IA futile. Au-delà de la technologie, encore une fois, c'est les usages qui importent. Alors peut-être juste pour finir, pour reboucler avec le sujet là, parce que vous l'avez évoqué, les données, on a bien compris qu'elles ont une durée de vie pour faire les évaluations. Et tenir à jour des données, comme je viens de ce monde-là, on oublie souvent sur un projet, j'allais dire, de ce qui vaut 50, vous allez remettre, ou 100, on va dire, c'est plus facile, vous allez remettre 20 chaque année au moins pour juste tenir à jour les données. C'est le minimum. C'est un peu un modèle du logiciel, on va dire quelque part. Et donc ça veut dire comment on peut faire. Et peut-être que l'IA peut permettre justement, et surtout, pourquoi peut le permettre, ou des modèles d'algorithmes et autres, on va dire. Je vais utiliser la data science de manière générale. C'est comme ça va très vite. Humainement, c'est pas toujours, c'est difficile de suivre, c'est pas possible. Donc il faut qu'à un moment donné, on ait la machine qui nous aide de manière positive, j'allais dire, sur le sujet. Voilà. Donc ça, c'est pour ça peut-être que vous allez progressivement, moi j'en suis convaincu, être obligé de vous-même regarder, d'investir sur des sujets de data science pour tenir à jour vos propres bases et les modèles qui sont associés dans l'évaluation. Alors très vite, parce qu'on a encore 2 questions. Mais je voulais juste rebondir là-dessus, sur l'idée des mises à jour. Peut-être que l'IA peut être utile, mais après, on peut aussi... il y a plein d'algorithmes qui ne nécessitent pas forcément de l'IA. Nous là, je pensais à ce qu'on utilise à Resilo Database, c'est on regarde les specs qu'il y a pour fournir tel équipement, et on lit l'impact au sous-équipement. On arrive à des tout petits flux d'équipements, et à la fin, l'impact, c'est ça. Et la mise à jour, elle se fait automatiquement, vu qu'on va récolter les données fournisseurs et l'update qu'il y a eu sur les nouveaux modèles. Je pense qu'il faut, c'est ce que tu mentionnais, il ne faut pas essayer de mettre de l'IA là où il n'y en a pas forcément besoin. Un point par contre qui peut être intéressant sur les retours clients qu'on a eus, c'est ce qui peut être difficile, c'est on a fait une étude cette année. L'année prochaine, on a des données plus fiables, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, les résultats changent. Et du coup, là, sensibiliser ton client qui se dit « Ah, j'avais tel impact l'année dernière, maintenant tu me dis que j'en ai peut-être plus », ou alors que j'ai rien fait et que ça a réduit, ça peut être compliqué. Et là-dessus, c'est de la sensibilisation. C'est de la sensibilisation. L'outillage peut être une solution dans le sens où, du coup, on peut nous refaire l'étude de l'année dernière juste en updatant les versions des databases. Donc nous, c'est ce qu'on fait avec nos outils aujourd'hui. Mais il y a quand même un petit... Parce que les méthodes d'extraction en matière évoluent aussi. Oui, bien sûr. Et donc ça vient de partout. On a parlé de 70 métaux, là. Ça vient de tous les continents. Et puis là, l'Europe décide de repartir dans l'exploration minière. Donc ça fera évoluer de toute façon les résultats. C'est un petit peu ça la difficulté. Alors il y avait oui, Adrien. Juste, alors nous on boycotte les IA génératives dans notre coopérative par principe, mais on pourra en discuter après. Autrement, moi en fait par rapport à cette table ronde, j'ai une question quand même assez existentielle sur le temps de la science versus le temps de l'urgence. À la base, j'ai une formation de docteur en chimie organique, donc je suis attaché à cette fiabilité de la recherche de vérité, mais ce que j'observe avec les travaux du GIEC, c'est que indépendamment de la certitude de notre culpabilité, les actions politiques qui sont prises, elles sont à la ramasse totale. Et ce que je peux voir dans les concertations de l'ARCEP sur typiquement le déploiement des nouveaux réseaux, c'est que les équipementiers jouent justement sur le manque de fiabilité de la donnée, etc., pour repousser au calendrier grec des éventuelles mesures d'anticipation des effets de bord. Donc je ne sais pas comment on pourrait essayer d'éviter de donner du bâton pour se faire battre et de préconiser des mesures drastiques en fait maintenant et pas attendre d'avoir une certitude sur à quel point on est précis sur la data et c'est pour moi un dilemme insoluble mais je tenais à le poser là. Voilà.
On est rapide, en 72 on nous a avertis, on commence à être pas mal. Là, les leviers, on l'évoquait tout à l'heure, on est tous d'accord autour de la table, on sait qu'il y a certains leviers, il n'y a pas besoin d'attendre la mesure qu'on peut tout de suite activer. La durée de vie, prolongement de la durée de vie des équipements, là, sur les tables précédentes, on le sait, pourquoi on ne le fait pas tout de suite. Il y a peut-être parce que l'amortissement, les entreprises doivent le faire, donc il y a un enjeu financier, mais il faut le faire. Là, il n'y a même pas, en fait, je vous suis. Ça, c'est des mesures qui peuvent se faire tout de suite et qui peuvent répondre à une partie de l'urgence. Sur l'ensemble, ça, c'est plus compliqué parce qu'on touche au modèle d'affaires, ça a été évoqué précédemment. Les modèles d'affaires, c'est plein de choses et ça a des autres incidences. Ça peut avoir des incidences sociales. Le point a été évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites du point de vue social aussi? On va passer à un autre débat qui est presque, c'est plus au-delà de la philosophique, mais qui est la vie de demain en fait qu'on veut tout à fait. Après sur l'IA générative, juste une parenthèse. Faut pas avoir non plus, c'est pas binaire. Hein. Quelqu'un le disait, on n'est pas dans un monde booléen. Hein. Aujourd'hui dans la santé, moi je suis favorable à ce qu'on puisse, parce que ça va accélérer, je dirais, la Covid. Si on n'avait pas eu en fait de la data science derrière, je pense qu'on aurait bien plus de millions de morts qu'on en a eu. Donc il faut relativiser, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, là ce qu'on utilise, ça peut servir et sauver des vies humaines. Donc il faut quand même peut-être aussi répondre à des enjeux, savoir où on va faire les actions et bien les mener. Si on regarde sur la géoscience, par exemple, les usages qui peuvent y être associés. Donc je suis moins, j'irais binaire, je suis un peu plus bienveillante sur certains sujets, mais on revient toujours, il faut le faire de manière en conscience et puis peut-être pas l'utiliser pour tout. Il y a des vrais sujets sur lesquels il faut investir sur ces nouvelles technologies et ces nouvelles sciences, on va dire, hein, quelque part, hein, et pas tout de suite la vouer aux gémonies, parce que elle peut peut-être nous aider aussi demain. Voilà. En attendant, on aide les Chinois à faire la reconnaissance faciale, ça, c'est très utile. Ouais, je dirais qu'effectivement, comme tu l'as dit, l'idée c'est de ne pas attendre que tout soit bon pour entreprendre. Et je pense qu'avec les normes qui vont arriver, les réglementations, ça va peut-être contraindre ces constructeurs-là à plus de transparence dans l'affichage environnemental ou dans la collecte, en tout cas dans l'affichage de leur composition des équipements. C'est ça. Mais en tout cas pour l'instant, nous on peut déjà avancer avec quelques leviers simples qu'on a cités là. Et bien sûr que la fiabilité est relative, donc voilà, on fait avec ce qu'on a, mais tout en peut-être mettant la pression sur les gouvernants, sur la législation pour aller encore plus vite. Mais voilà, pour l'instant, faisons avec les moyens qu'on a et essayons d'évoluer aussi avec les moyens qui vont venir. Dernière question. Alors, avant-dernière. Alors moi, c'est une question sur globalement les méthodes de mesure. Là, on parle des ACV, méthodes super rigoureuses où on compare des bases de données, des indices de fiabilité. On voit qu'on progresse, on est très humble dans la démarche. Et moi, je trouve ça génial. Donc, on avance sur ces sujets-là et c'est très bien. Mais d'un autre côté, il y a la mesure qui est celle qui est demandée aujourd'hui sur les sujets réglementaires. C'est le bilan carbone. C'est beaucoup moins rigoureux, hein, clairement. Je fais de la compta carbone. T'en parlais un peu tout à l'heure, Romuald. Je constate amèrement sur les bilans carbone que je vois qu'on est, sans mentir, entre 70 et 90% d'utilisation de ratios financiers, donc pas du tout basé sur des facteurs d'émission. Je vois absolument pas comment on peut faire derrière des plans d'action. Et pourtant, aujourd'hui, la réglementation, les financements de la BPI, etc., sont basés sur les bilans carbone. Donc ma question, c'est quelle est votre vision sur cette mesure à deux vitesses et comment on peut rapprocher les deux. Oui, non, je voulais dire c'est pas insoluble, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, hein, on est entre experts ici et nous on est très avancés. Mais tu le sais, quand on va chez des clients aujourd'hui, même le bilan carbone, pour certains, ils connaissent pas. Donc, voilà, il faut faire aussi avec le niveau de connaissance de nos clients. C'est nous qui allons devoir les accompagner vers des approches multicritères, travailler sur d'autres indicateurs que le carbone. Georges, il a fait des études où il a démontré que si on suit que le carbone, c'est au détriment d'autres indicateurs comme la production de déchets, l'énergie, etc. Et c'est ça qu'on doit apprendre aussi à nos clients et ceux pour qui on réalise ces études. Mais
enfin, voilà, je rejoins. La science va peut-être plus vite, la norme va plus lentement. On parlait aussi cette semaine avec un représentant de fabricants. Les fabricants sont en demande d'outils de mesure pour les aider à faire de l'affichage environnemental. La norme, elle va mettre 3 à 5 ans à sortir pour définir cette méthodologie. Et eux, ils veulent quelque chose aujourd'hui. Et donc, ce qui conduit à des distributeurs à faire de l'affichage sur certains produits avec une empreinte moindre par rapport à un autre distributeur qui va afficher sur un même produit une empreinte plus importante. Je pense que c'est notre rôle à la JIT, à l'INR, dans toutes nos institutions d'accompagner un peu la connaissance du marché vers des méthodologies plus robustes. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec cette table ronde. Exactement. Parfait. J'enchaîne parce qu'on est presque au bout. Là, on avait presque réussi à rattraper le temps. Angélica, tu voulais... Ouais, merci. Et puis on laissera le mot de la fin super. À notre consoeur cousine de l'INR. Une question par rapport à la fiabilité. En fait, pour moi, la fiabilité, elle est à plusieurs niveaux. Il y a la fiabilité de la donnée dont vous parlez. Après, il y a la fiabilité de la méthodologie. Et puis la fiabilité de l'étude en soi. Et même la fiabilité des fournisseurs, ou de la plateforme, de celui qui me donne, qui me mesure, qui me dit voilà ton résultat, et je me mesure par rapport à ça. Donc je me mets à la place d'un client lambda qui connaît absolument rien, qui vous fait confiance et que aujourd'hui se retrouve avec un panel des acteurs. On ne connaissait pas il y a 3 ou 4 ans. On parlait à peine, il y avait 2 ou 3 acteurs. Aujourd'hui, on peut avoir, je sais pas, un listing, au moins une trentaine. Il y a des gens, il y a des consultants qui ne sont même pas issus de numérique qui se mettent à faire du numérique et vice-versa. Il y a des gens du numérique qui font de bas carbone, qui connaissent rien au bas carbone, mais bon, qui vont travailler sur... Et donc moi, je suis un peu confuse là-dessus, j'avoue, et j'aimerais bien avoir vos avis sur cet panorama auquel on est confronté. Merci. Bon, comment choisir le bon à part APL, quoi. C'est ça la question. Résilio. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Georges rappelait un peu les principes d'une étude. Je pense qu'il faut se raccrocher à des standards, à des référentiels existants, partagés, publiés. L'ADEME publie des référentiels. On l'a dit, c'est un peu obscur pour l'instant, mais il faut qu'il se rapproche de ces référentiels-là. On travaille tous sur des achats responsables. Comment on va évaluer un fournisseur ? C'est un petit peu ça aussi. C'est de comprendre la politique d'un fournisseur, quelle méthodologie il utilise, peut-être lui demander des références, voir avec ses clients. Je sais pas, là c'est vraiment, je sais pas si vous avez d'autres idées, mais oui, je vois parfaitement. Peut-être aussi regarder dans les écosystèmes où ils sont, comment ils agissent, et s'ils font tout en direct par rapport à la taille, ça me semble difficile. Donc ils vont travailler avec des pairs qui sont reconnus peut-être sur certains domaines et être humble dans leur capacité à traiter certains sujets, peut-être pas la totalité. On revient sur la notion de périmètre peut-être. Donc l'analyse, et puis je pense que le marché progressivement, après il y a toujours la question, il faut effectivement aller vite là aujourd'hui, on est d'accord avec ce point-là, il va progressivement se formaliser en fait, mais je pense la manière dont ils agissent dans l'écosystème, avec qui ils travaillent, comment ils font, etc., peut être un indicateur parmi d'autres. Après je ne sais pas si... Puis est-ce qu'ils sont adhérents de Numéum, est-ce qu'ils sont adhérents de Synob? C'est des indicateurs. Non, mais je reviens complètement sur ce que tu dis. Pour moi, l'expert, si tu veux savoir s'ils font du bon travail, ça va être regarder les études qui ont été faites avant, avec qui ils travaillent, d'où est-ce qu'ils sortent leur expertise. Si effectivement ils sortent de nulle part et
ils sont peu transparents sur ce qu'ils ont fait ou comment ils ont appris, effectivement là il y a des questions à se poser. Alors notre dernière question. Alors moi en fait je vais revenir aux définitions dont on parlait avec tout à l'heure avec Cyril et dans les tables rondes. Aujourd'hui en fait on voit qu'il y a plein de méthodologies suivant là le niveau de pas de maturité mais le niveau de la hauteur qu'on veut prendre sur les chiffres, au niveau des modèles, au niveau de l'entreprise, donc le normatif, l'actionnable, etc. En fait dans ce panel de normes, est-ce qu'on a déjà réfléchi ou est-ce qu'il y a des réflexions en cours en fait, c'est pour imbriquer ces méthodologies, les interconnecter pour pas que ça reste sporadique mais plutôt que ça devienne systémique. J'en reviens au systémisme. Mais en fait aujourd'hui, et là j'ai une curiosité pour Pénélope, c'est avez-vous réussi à faire une analyse du coup avec du CO2 au niveau donc PUE, intégrant toutes les méthodos terrain et à la remettre dans un bilan carbone d'entreprise qui est lui-même normé par une méthodologie, GHG protocole et autres. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit une vraie cassure entre deux, il y a un plafond de verre. Donc avez-vous réussi à le casser ? Alors, le casser, je ne sais pas. On a beaucoup parlé des PCR aujourd'hui. On a notamment travaillé avec APL sur le PCR, sur les services hébergés dans le data center et dans le cloud. Et dans les PCR, déjà, on rappelle tous les référentiels auxquels on fait référence. On fait de l'analyse du cycle de vie, mais on a travaillé chez APL sur pouvoir mettre en miroir le GHG protocole et ce PCR pour que les entreprises qui suivent leurs émissions via le protocole GHG puissent aussi avoir à disposition le PCR. Bon, ça c'est un travail qu'on a fait chez APL. Georges, tu me confirmes qu'on l'a fait que chez APL. Mais l'idée c'est que l'ADEME va sortir une deuxième version de ce PCR et c'est des recommandations qu'on leur fera. Il y a des appels d'offres en cours, mais c'est des recommandations qu'on doit faire parce qu'on le disait, ces référentiels ils doivent être appropriés par les entreprises. Et la version 1 du PCR qui était sortie à l'époque, je crois que c'était Sophia qui était venue le présenter ici, elle parlait vraiment d'une version martyre qui a besoin d'être sollicitée, qui a besoin d'être testée pour qu'on la fasse évoluer, enfin que l'ADEME en tout cas la fasse évoluer. Je voulais aussi rebondir là-dessus, sur l'imbrication des méthodologies, et ça revient aussi peut-être à la question de monsieur tout à l'heure. Par défaut, par exemple, si on prend l'analyse de cycle de vie et le bilan carbone, indirectement, il y a un peu l'un qui est compris dans l'autre parce que tu peux revenir plus facilement de l'un vers l'autre en tout cas. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Certains, on leur explique, on les sensibilise que ça permet d'éviter des transferts de pollution d'un indicateur à un autre. Mais eux, dans leurs standards et avec l'écosystème aujourd'hui, ils ont besoin d'un bilan carbone. Donc, on refait le travail dans l'autre sens. Mais en tout cas, tu peux avoir un échange de l'un vers l'autre en tout cas. Je profite aussi pour faire la promotion d'une démarche qu'on a actuellement et notamment avec Resilio, avec l'INR. C'était cette volonté de mutualiser nos outils de mesure, donc le baromètre pour l'AGIT, le winner pour l'INR et d'autres outils. Et finalement, en faisant ce travail, on s'est rendu compte que fallait être encore plus large que ça. Et de là est né un consortium auquel beaucoup de personnes ici participent, qui a une première étape de dessiner un nouveau PCR, le PCR SI, qui va être présenté au Green Tech Forum le 21, je crois, ou le 22, je sais. Voilà, 21-22, donc soutenu par l'ADEME. Mais c'est vraiment que la première démarche, de stabiliser une modélisation. Et la finalité, par contre, de tout ce consortium, c'est de stabiliser le data model, c'est-à-dire les données entrantes. Et après, quelles que soient les méthodes, au moins, on aura un socle de données entrantes qui permettront des usages divers et variés, parce qu'il y a des usages individuels, mais nous, ce qui nous importe à l'AGIT, par exemple, c'est de mesurer la maturité au niveau macro,
trop, donc on n'a pas besoin d'individualiser. Mais pour autant, on ne va pas aller poser 2 fois 400 questions à la même personne. Donc voilà, un travail qui est en cours et qui sera présenté au Green Tech Forum. Donc je vous invite à nous retrouver tous là-bas, parce que je pense que nombreux seront ceux qui seront présents. J'ai repris la main donc vraiment pour vous remercier d'être venus ce matin, pour les échanges qu'on a eus. Merci à tous nos intervenants. On peut applaudir si vous avez trouvé, comme moi, exceptionnel, mais même juste passable. N'hésitez pas à les applaudir. Merci à tous. Continuez de vous applaudir, d'être venus, de nous soutenir dans le temps. On essaye de garder ce rythme de cet événement annuel chaque année. Et donc, place aux échanges, aux relations humaines autour d'un verre. Encore merci et à bientôt. À très vite.